Bonjour à tous. Donc déjà, moi je me présente, je suis Valentin de l'association Imaginaire qui organise avec l'ESPL cette conférence. L'association Imaginaire est donc une association de promotion de la littérature, de l'imaginaire et les littératures populaires. Donc ça va aller du polar à la SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Nous, on organise tous les ans notamment un salon justement pour les bouquins. On a une 60aine d'invités, auteurs, autrices et illustrateurs. Et donc cette année, ça va se dérouler les 23 et 24 mai. Là, en l'occurrence aujourd'hui, on organise aussi des conférences, donc dans le cadre d'un cycle de conférences. Cette première conférence est donc la toute première du cycle. Il va y en avoir 4. Donc là, vous allez avoir Penser la cité pour tous. Ensuite, il y aura le 12 avril Angers, à l'Angers Geek Fest, la seconde conférence qui sera Que serait une bonne saga de fantasy sans une cité mémorable. Ensuite, vous aurez la troisième conférence qui va se dérouler à la bibliothèque Saint-Éloi, où le questionnement va être sur l'IA. Donc à l'heure de l'IA, quelle place occupe le livre dans la cité? Et enfin, la dernière conférence de ce cycle se déroulera à notre salon le 23 mai à 15h, donc au Festival Imaginaire, avec comme thème les cités de l'imaginaire, laboratoire inclusif. Donc aujourd'hui, on va être sur à l'ESPL, Penser la cité pour tous, modéré par Alan. On va faire 100, c'est pas grave. On va faire 100. Merci à toutes et tous d'être ici ce soir. Donc effectivement, on va parler de la cité, enfin penser la cité pour toutes et tous. Donc on a un plateau de talents ici, puisqu'on on va commencer par Estelle Aulas, donc agente immobilière et formatrice sur la matière, conseil en gestion du bâtiment dans le contexte de transition climatique, pas mieux. Voilà. Anna Le Foulon de l'ADEME, urbaniste spécialisée en planification. Et Michael Roch, auteur de science-fiction et notamment d'un duo de cycle Témaon et Comaon qui vient tout juste de sortir à la Volte. On réessaye et c'est pas mal du tout ça. Donc la première question que je voudrais vous poser, c'est on parle de penser une cité pour toutes et tous. Est-ce qu'on pourrait définir ce toutes et tous qu'on cache derrière? Estelle? Alors moi je dirais plutôt tous et toutes avec ma vision, c'est plutôt intergénérationnel, puisque ça fait partie de quelque chose d'important pour moi. Plutôt sur ne pas oublier les anciens, si on peut dire, intégrer aussi les petits dans l'ère aujourd'hui où on est sur des polémiques autour des wagons sans enfants ou alors plutôt des personnes âgées qu'on va mettre éloignées des centres-villes pour pas trop les voir. Moi, ça serait plutôt dans ce sens-là, en tout cas, intergénérationnel. Et moi, donc avec ma casquette qui est plutôt accompagnement au territoire, ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'il y a le toutes et tous qui est l'ensemble du vivant, en fait. Donc il y a nous, humains, mais on n'est pas que nous, il y a aussi tout ce qui est biodiversité et qui traverse nos villes. Donc ça, c'est un sujet qui est de plus important et qui a de plus en plus de place dans la manière dont on conçoit la ville aujourd'hui. Et puis l'autre gros item qui est pas anodin, c'est qu'en fait, le toutes et tous, ça suppose l'individuel et le collectif. Et ça, c'est un point assez fondamental parce que la somme des intérêts individuels n'est pas forcément égale à l'intérêt collectif. Et quand on pense la ville, c'est un gros sujet, puisque très souvent, on pense les choses pour que individuellement, ça nous sied. Mais ça ne veut pas dire que collectivement, ça va fonctionner. Et ça, voilà, ça fait partie des sujets que je vois dans le tous et tous. Ce à quoi je vais rajouter les corps dits valides et les corps dits invalides, évidemment. Et ce que la SF nous permet d'approcher, ce sont les corps non humains. Alors, l'ensemble du vivant fait partie, mais aujourd'hui, avec les accélérations technologiques qu'on connaît, tout ce qui est technosapiens, et évidemment porter ces visions-là à l'ensemble du cosmos, les non-humains qui n'appartiennent pas à la Terre. Ok, vous avez planté déjà un bon petit décor sur le sujet, donc on vous réservera un petit temps à la fin pour poser toutes les questions que vous voulez aussi, parce que c'est aussi votre
conférence et c'est important que vous puissiez vous l'approprier. Parmi les questions, alors on parlait du bien-être de tous. Il y a deux notions qui sont quand même très fréquemment abordées quand on parle d'urbanisme. Je les ai mises ensemble, la ville des 15 minutes et la ville du Caire. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment dans cette ville-là, on inclut en même temps cette dimension humaine et cette dimension écologique, tout en garantissant une forme de bien-être qui est recherchée. Ah, c'est toi qui as le micro, Mickaël. C'est moche, hein? Ouais, c'est moche. C'est moche parce que je ne suis pas du tout spécialiste en la matière. Tout ce que je peux faire, c'est projeter un imaginaire, mon imaginaire, sur des développements de cités futuristes. Mais effectivement, le care, comme tu dis, alors en anglais, hein, c'est A-R-E. Il est essentiel, je pense, dans ce qu'on envisage de nos futures sociétés, pour ne pas sombrer, pour ne pas continuer à sombrer dans la dystopie dans laquelle on s'embourbe. Ce care, il est évidemment lié aux individus, au cas par cas. C'est quelque chose qui n'est pas évident à mettre en place, de n'oublier personne, mais c'est ce qui, selon moi, fait le plus sens dans une vision du monde qui devrait effectivement porter soin à la différence de chacun et chacune. C'est un truc qu'on appelle la diversité. Harmoniser les différences, les respecter, les préserver. Et c'est en ce sens-là que on peut se diriger vers du care individuel. Et ce care collectif, qui est aussi essentiel, ne pourrait pas découler d'ailleurs, je pense. Voilà. Merci. Moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est juste qu'en fait, à la base de la base, si on s'est mis en société, si on a décidé de faire cité ensemble, même si tout à la base, c'est pas tout à fait des cités, mais bon, voilà, c'est justement parce que c'était pour prendre le soin les uns des autres et pour avoir une certaine proximité de fonctionnalité. Donc ça, c'est quand même la base, ce qui a déclenché notre mode de civilisation. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, et notamment avec les phénomènes de métropolisation, et ben on a des villes qui sont XXL, étendues, très étendues, et du coup, qui mettent à distance ces notions de proximité et parfois de care, en lien avec ce que tu évoquais aussi sur les différentes stratégies de localisation des individus. Donc c'est ça qui est rigolo, parce qu'en fait, il y a une espèce de paradoxe dans le fondement même de nos sociétés et dans la manière dont on peut les organiser aujourd'hui. Aussi parce qu'on a plein de nouvelles injonctions qui expliquent ces métropolisations et c'est totalement assez important. Mais je pense que c'est cette notion-là peut-être que je mettrai en avant sur ce sujet-là. Et après, moi je viendrais juste rajouter sur le care, faire vraiment attention en effet à tout ce qui est biodiversité pour le coup, puisque ça introduit aussi faire attention à soi. Par rapport à la pollution, par rapport à nos populations, faire vraiment attention à comment ça se dirige, comment on évolue, comment on fait évoluer la ville pour les 15 minutes ou à proximité. Mais ça veut dire aussi que ce qui est plus éloigné, il faut y faire attention et comment on vit au sein de cette ville qui s'étale énormément pour ne pas justement abîmer au fur et à mesure qu'on s'étale. Et du coup, puisqu'on est sur le care, on parlera un peu après des 15 minutes pour expliquer, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait. Mais sur le care, comment on adresse une population qui est particulière, qu'on a fort nombreuse aujourd'hui dans la salle, qui est la population étudiante, sur laquelle on a quand même des populations qui ont tendance à circuler, qui sont des temporaires dans la ville. Comment on les intègre pleinement à cette dimension-là? Comment on y fait attention? Alors, pour les fréquenter assez régulièrement, pour le coup, je vois comment ils circulent. Je trouve qu'il n'y a pas, en fait, énormément d'évolution. Je me retrouve dans leur manière de fonctionner, moi, il y a 20 ans. C'est-à-dire que on prend énormément la voiture, on se déplace beaucoup
même au plus près, rapidement, en véhicule. On oublie un petit peu tout ce qui est mobilité douce, ou alors si, on va y penser parce qu'on est en fin de soirée et qu'il ne faut pas qu'on prenne la voiture. Mais justement, c'est les amener à ça, à se déplacer autrement, ne serait-ce que pour voir qu'en effet, c'est aussi prendre soin d'eux, mais aussi prendre soin de leur avenir et de la ville de l'avenir pour eux. En tout cas, c'est comme ça, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais les amener à penser différemment et à essayer d'aller moins sur aussi une immédiateté qui est importante dans cette partie de vie, en tout cas. Alors, la question, pour la clarifier un peu, aussi concernait le logement étudiant. C'est sous tension. Comment on permet à des étudiants, quel que soit leur milieu social, d'accéder au logement, mais aussi à tout ce qui est vie commune, alimentation, hygiène, etc. Oui, alors peut-être 2 éléments de réponse là-dessus. Enfin, un central, pour moi, c'est le premier élément de réponse que je vois, c'est celui des politiques publiques. Désolée, pas hyper fan, mais bon, un peu réaliste quand même. C'est-à-dire que c'est la ville qui met en place, enfin en tout cas les autorités compétentes qui mettent en place la capacité d'accueil et les conditions d'accueil des étudiants. C'est vrai sur ce que tu évoquais sur les mobilités. Aujourd'hui, on est à Angers, Belle-Beille a été desservie il n'y a pas si longtemps que ça. Finalement, par le tram, ça ne l'était pas avant. Je n'ai pas fait d'études là-dessus, mais je suppose que quand même, il y a plus d'étudiants qui ont accès en transport en commun au campus que c'était le cas précédemment. À Angers, on a aussi eu, je ne sais pas si vous avez été témoin de ce truc-là, mais après le Covid, on a aussi eu des gros sujets de logement pour les étudiants, parce qu'il y a eu beaucoup de construction, d'ouverture de nouvelles classes. Et vu que les chantiers ont été pas mal à l'arrêt pendant le Covid, les résidences étudiantes n'ont pas suivi. Ce qui veut dire qu'il y avait pas mal d'étudiants à se retrouver sur le carreau en début d'année, à loger dans des campings. Donc sympathique pour commencer l'année scolaire. Et donc ça, c'est vraiment un sujet de politique publique. Et si c'est pas suffisamment pensé, environnant en amont, ça pose des vraies difficultés individuelles. On retombe sur le zoom collectif individuel, mais qui est hyper important. Là-dessus, peut-être pour se projeter aussi, parce que moi, mon boulot, c'est un peu le temps long, donc je vais parler du temps long. Vous savez, il y a une évolution démographique assez sensible qui fait que vous serez moins d'étudiants demain que vous n'êtes aujourd'hui, et ça, c'est factuel, sur des données. Et ça pose quand même la réversibilité aussi de tous ces parcs de logements étudiants qui sont construits. Donc ça fait partie aussi du rôle des aménageurs et de l'ensemble des membres de la chaîne de la construction de penser bien à ça, à la réversibilité des bâtiments sur le temps long, parce que ce qu'on fait aujourd'hui, ça aura un impact sur 10, 15, 20, 30, 40 ans, 50 ans. Et si on a pensé en amont un peu ces questions de réversibilité, on est mieux en capacité à s'adapter aux besoins des populations au moment où ça arrive. Et toujours pour prolonger cette idée de penser, on ne peut pas penser sans les personnes qui sont les premières concernées. Et donc, comment on pense aux étudiants et leur habiter pour demain, on leur pose la question tout simplement. Et on les écoute. Et on les place dans les lieux de prise de décision, évidemment. Et tout en essayant d'éviter l'amalgame en fait d'un groupe qui serait les étudiants, puisque ça ne fonctionnera jamais de juste prendre un porte-parole de quelque chose qui n'existe pas en réalité. C'est juste une masse et un cumul d'individus. Et encore une fois, c'est ce rapport à l'individualité qui va favoriser une véritable ville pour tous et toutes. Et ce fait de placer l'individu au cœur d'une prise de décision, c'est quelque chose à répliquer évidemment aussi avec la biodiversité. Alors, je déborde de la question, mais c'est toujours le même schéma. Tant qu'il n'y a pas l'individu concerné au centre de la prise de décision, il n'y a pas d'écoute, il y a juste une pensée qui est dans un élan de contrôle, de conquête, dans un élan ascendant en fait sur une population concernée. Et donc là, sur les thématiques qu'on a abordées, vous avez très axé sur
l'humain, centré sur l'humain, sur les pouvoirs publics, sur la démocratie sous sa forme de solliciter les personnes concernées. On parle beaucoup de technologie dans Landville, on voit les IA aussi qui accompagnent les villes, etc. Quel rapport avec le technosolutionnisme? Est-ce qu'on ne cherche pas à trop répondre aux questions de cité par la technologie plus que par l'humain? C'est une bonne question. Alors, il y a plusieurs aspects dans la relation à la technologie, tout comme dans la relation à tous les êtres humains, la relation à la nature. La relation à la technologie a ceci qu'on peut la prendre par deux côtés. Alors, tu cites le technosolutionnisme. Le technosolutionnisme, c'est vraiment encore des effets d'écrasement qui sont liés à la mondialisation d'une technologie. On parle beaucoup des GAFAM, par exemple. On sent aujourd'hui, dans nos rapports à l'IA, une vague, une submersion qui est très proche de la catastrophe, en fait. La chose nous échappe dans sa régulation, dans sa réglementation. Tout le monde peut l'employer, que ce soit des grands groupes, comme une espèce de démocratisation directe qui est monnayable à merci. Ce qui se passe, c'est que ces technologies-là, dans ce rapport technosolutionniste, sont des choses qui nous échappent, des choses qui nous gouvernent, des phénomènes qui nous gouvernent, des phénomènes qui nous rendent passifs. Il y a un autre rapport à la technologie qui est possible à partir du moment où elle redevient la plus organique possible. Et par là, on peut entendre une technologie qui est produite, qui est utilisée, qui est fabriquée, qui est réparée par un groupe de personnes et ce groupe de personnes s'en sert en fait dans sa proximité directe. Donc redescendre la capacité à fabriquer un serveur, une IA pour un quartier, pour une université, ça redonne à la technologie un aspect déjà directement plus humain, enfin en tout cas une relation qui est directe, qui va être horizontale et ça nous réempuissante quelque part dans son utilisation. Donc il y a vraiment deux côtés pour relationner avec cette technologie et c'est un travail qui appartient aux populations directes, voilà, des étudiants de je ne sais plus comme ESPL, merci. Voilà, comment vous pouvez vous réemparer de technologies qui vous surpassent. C'est une voie qui vous permet justement de regagner une certaine puissance sur vos intellects. Je suis assez d'accord avec tout ce que tu dis. Non, en fait, la technologie, c'est super tant que ça ne nous sert pas à nous empêcher, enfin, ça ne nous sert pas de nous cacher derrière des questions qu'on n'a pas envie de se poser, quoi. En gros, c'est un peu ça. C'est-à-dire que la technologie, ça peut servir à plein de choses, ça améliore plein de choses, ça accélère plein de choses. Alors après, on peut poser une question un peu complexe. Est-ce qu'on a besoin d'accélérer sur tout? Peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas, j'en sais rien. Question peut se poser. Mais surtout, aujourd'hui, il y a beaucoup d'innovations technologiques qui servent à éviter de regarder quel est le problème initial. Et c'est là que ça devient complètement délétère. Et voilà, c'est plutôt ça que j'aurais envie de dire sur la technologie, qui est peut-être un accélérateur de solutions, mais je pense que la solution en tant que telle, elle viendra toujours de l'humain, puisque de toute façon, celui qui est derrière la technologie, à date encore, c'est l'humain. Je pense que le tour a été fait sur cette question. Non, je voulais juste rajouter, en effet, moi, je rejoins ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut bien remettre l'humain à sa place par rapport à la technologie et ramener la technologie à l'humain et pas l'inverse, en fait. Et c'est important aujourd'hui, on l'a vu encore avec certains étudiants, la technologie, c'est bien, c'est un super outil, mais c'est bien l'humain qui est derrière et c'est pas l'inverse. On ne se laisse pas guider par la technologie, on doit la guider et on doit, du coup, s'en servir de cet outil pour pouvoir l'amener à nous aider à vivre ensemble et pas l'inverse, pas à nous isoler, contrairement à ce qui peut se passer certaines fois. Donc, je trouve que c'est plutôt par rapport à ça, au niveau de l'asile, la technologie, oui,
dans quelle dimension on peut l'amener à plutôt nous amener à être tous ensemble qu'à nous diviser et à nous isoler. Pardon. Alors, ce qui est marrant, c'est que sur la façon dont tu as abordé le sujet de la technologie en proximité, ça fait presque une extension de la fameuse ville des 15 minutes, puisqu'on a aussi la technologie qui devient plus proche. Est-ce que déjà l'une de vous peut expliquer aux étudiants s'ils ne connaissent pas la ville des 15 minutes? Ça, non? Ok. C'est toi qui as le micro. Bien joué. Ça, c'est bien vu. Bien vu. Donc, alors vous m'arrêtez si je me trompe, mais la ville des 15 minutes, c'est vraiment ce qu'on peut voir, nous, sur les quartiers de proximité. C'est tout ce qui est accessible à 15 minutes de l'endroit où on vit, mais aussi où on travaille, du coup, d'être tout à proximité. Ça va rejoindre un petit peu les vies de quartier, vraiment, de pouvoir tout avoir à proximité sans se déplacer trop loin. Si je ne m'abuse, j'ai résumé. Voilà. Et donc la question par rapport à ça, parce que est-ce que finalement ce système qui concerne des populations qui voudraient peu bouger, etc., est-ce qu'on n'a pas un risque de gentrification de ces quartiers, de ces villes de 15 minutes, par rapport justement à ce concept de moyens, etc., comme on peut voir dans des grandes villes où les populations les plus pauvres sont sur l'extérieur des villes? Alors, par rapport à moi, ce que je peux vivre au niveau de cette matière que j'enseigne auprès des étudiants, c'est justement leur expliquer qu'on était bien là-dessus avant. Je pense que tu vas confirmer, c'est-à-dire qu'on écartait vraiment les quartiers de certaines populations, comme Belle-Bail typiquement, qui est un quartier qui a été développé pour pouvoir accueillir plus de personnes avec des bâtiments, autant que Montplaisir sur Angers. Et aujourd'hui, on cherche à les rapprocher du centre-ville. C'est-à-dire que c'était des quartiers qui étaient vraiment éloignés du centre-ville où on ne pouvait pas être proche sans prendre un véhicule ou quelque chose d'autre. Aujourd'hui, le tram fait que la mobilité douce ramène en 12 minutes du centre-ville, les 15 minutes du centre-ville, ce quartier, et donc rapproche rapidement la ville à d'autres accès, enfin ce quartier à la ville, au centre, et fait de la mixité sociale beaucoup plus importante, puisque on n'a plus cette barrière de distance qui, en se disant, il faut prendre le véhicule, la voiture, aller en centre-ville. Non, en fait, les quartiers se rapprochent tous du centre-ville, les centres-villes s'écartent, si on peut dire, et malgré tout, on a quand même des vies de quartier même au sein du centre-ville, qui permettent de faire une mixité avec des écoles proches, voilà, des commerces de quartier. Effectivement, en fait, pendant très très longtemps, l'aménagement du territoire, ça a été une logique de zoning. Donc il y a des zones pour ci, il y a des zones pour ça, il y a les zones d'activité, voilà, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Aujourd'hui, on en revient un peu, on se dit qu'il ne faudrait pas penser les choses comme ça, qu'il faut plutôt qu'il y ait de la mixité fonctionnelle, qu'il faut qu'il y ait un peu de tout partout, avec cette logique de proximité qui s'est, quand même, à la base, les 15 minutes, c'était un rayon à pied, puis c'est devenu un rayon voiture, puis maintenant c'est un rayon en transport en commun, donc finalement c'est un rayon qui est assez évolutif. Peut-être que demain ce sera un rayon uniquement en vélo, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, ça évolue dans le temps. Donc il y a quand même ces notions-là. On sait que la logique de zoning, on en revient un peu. Il y a des objectifs dans toutes les stratégies de territoire, c'est obligatoire qui plus est, de mixité fonctionnelle et de mixité sociale. Donc avoir des habitants de toutes catégories sociales partout. Et ça fonctionne plus ou moins. Pourquoi ? Parce que des fois, il y a des choix politiques qui sont en faveur de limiter cette mixité sociale dans certains endroits. Et aussi parce que y a des principes de réalité qui s'opposent à ça. C'est-à-dire que les populations qui ont plus de pouvoir d'achat préfèrent se localiser très souvent dans les centres-villes. Et donc, ça fait augmenter le prix de l'immobilier. Et donc, ça fait que pour les catégories un peu plus paupérisées, c'est plus compliqué. Alors, il y a des programmes qui sont portés par des bailleurs, des programmes de logement qui sont portés par des bailleurs. Mais encore faut-il trouver le foncier, c'est des zones qui sont assez contraintes. Donc voilà, c'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, les politiques publiques ont en tête ce sujet-là et essayent de trouver des moyens que tout le monde puisse bénéficier de cette ville des 15 minutes, malgré les difficultés factuelles et la concurrence en fait qu'il y a sur ces fonciers-là qui sont appréciés. Alors encore une fois, je ne suis pas spécialiste. Je ne sais pas si ça crée plus de gentrification.
Mais je crois sincèrement qu'effectivement, quand on rajoute plus de mixité, quand on veut, pour tout le monde, créer une ville de 15 minutes, ça crée forcément des phénomènes de créolisation. La créolisation, je connais bien parce que je fais de la science-fiction caribéenne. Non, on les voit bien qu'on n'a pas le même humour. Non, créolisation, c'est quoi? C'est un gros mot pour dire que plusieurs cultures se rencontrent et dans ce choc abrupt de rencontre émerge une culture tierce qui n'appartient ni à l'un, ni à l'une, ni à l'autre, mais aux deux en même temps et de manière horizontale. Il n'y a pas d'ascendance, il n'y a pas de verticalité. Ouais, voilà, c'est juste putain, encore un gros mot, de l'hyphénisation. Vous voyez, on met des tirets entre plusieurs cultures et on appartient à toutes les cultures en même temps. Et c'est magnifique. Donc, ça peut créer effectivement peut-être des phénomènes de gentrification. On va ramener de la bourgeoisie dans des quartiers qui ne l'étaient pas au départ. Mais ça va aussi, à l'inverse, créer plus de chaos. Et moi, j'adore le chaos. Je viens de Fort-de-France, je connais. Décidément, ça passe par un moment. On va y arriver, hein, c'est de l'humour de répétition, il n'y a pas de souci. Et donc, plus de chaos, ça crée plus de richesse aussi. Ça crée des nouveaux individus qui émergent et qui se pensent, qui se construisent au regard des différents coins de rue qu'ils connaissent. Voilà, il y a un kebab juste en face de la gare d'Angers, là. C'est génial d'avoir ça là, et pas non plus à 200 mètres. Quand je descends du train, je suis content d'avoir mon kebab et de pas juste avoir des petites brasseries qui me font des steaks avec un œuf dessus, quoi. Voilà, c'est ça l'idée d'un lieu de la richesse dans tout ça. On va quand même parler de SF du coup, parce que comme ça, tu as le micro et là. Donc, dans Landville, tu as quand même Landville d'en haut, Landville d'en bas, sur lequel il y a quand même une concure. Landville, excuse-moi, Landville. Si. Toi, déjà, j'ai eu du mal à trouver ce que voulait dire le co. Corps, voilà. On va y arriver. C'est le comité de répétition aussi de mon côté. Je fais exprès de planter le. Quel rôle peut avoir la SF dans cette imagination par rapport à cette cité de demain, cette cité pour tous, testée. Alors on avait Elio Possos l'année dernière qui nous présentait différentes constructions anarchistes de différentes entités. Est-ce que la SF peut apporter un regard nouveau dessus? Plus que la SF, c'est la littérature qui est intéressante là. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de lire des trucs autres que vos cours. Je sais que vous êtes étudiant, étudiante. Mais voilà, vous allez pouvoir vous y remettre à la fin de cette période de votre vie. La littérature et l'imaginaire, en tout cas, ça permet justement de vous extraire, et c'est drôle de le dire, de l'imaginaire qu'on vous impose là durant vos études. Je crois qu'il y en a qui sont en immobilier, c'est ça? Ouais. Voilà, si vous avez une carrière qui va se lancer dans ce domaine-là, qu'est-ce qui va favoriser votre créativité, le fait de pouvoir sortir des canons de comment on fait une visite guidée sur TikTok et compagnie, qu'est-ce qui va favoriser l'éclatement de votre esprit pour proposer de nouvelles manières d'habiter, de nouvelles manières de présenter l'habitat, de nouvelles formes d'engagement aussi, c'est pas vos cours. C'est les bouquins d'imaginaire et de SF que vous allez lire à côté, aujourd'hui ou demain. Ça, on s'en fout. Mais oui, se déchirer, se fracturer le crâne, ça passe par la lecture, tout simplement. Du coup, alors vous n'êtes pas autrice de SF, mais pas encore. Demain. Quels pourraient être les leviers pour compléter cette perception imaginaire, pour penser autrement la cité de demain? Alors, je ne sais pas si j'ai des leviers, très honnêtement, parce que je prétends pas en avoir. Le seul truc, c'est que effectivement, en fait, ce que tu sous-entends, c'est de penser en dehors de la boîte.
Et ça, c'est un truc qui est fondamental, de réussir à penser en dehors de la boîte. Pour ça, il faut quand même bien maîtriser la boîte. J'ai pas eu le contraire. Ouais. Après, ça fait partie aussi de mon tempérament. Moi, je suis très carré, très voilà. Donc, la boîte est bien poncée, la boîte, il y a pas de problème. Mais après, il faut savoir en sortir. Et quand tu sais en sortir intelligemment, c'est là que tu fais toute la différence. Et vous vous destinez tous à des carrières professionnelles. Et ben, la différence, elle se fait sur ça. Elle se fait sur ta capacité à pouvoir à un moment donné regarder les choses un peu différemment de l'ensemble des collègues, pour aller plus loin, pour aller plus vite, pour proposer la bonne idée au bon moment et la bonne manière de faire. Et ça, c'est pour moi le levier principal, il est là. Et c'est beaucoup de ressenti et d'intelligence de situation que vous travaillez finalement au quotidien, même sans vous en rendre compte, avec vos camarades et dans l'ensemble de vos interactions. Waouh, ça va être difficile de compléter tout ça. En fait, déjà, avec toute cette génération-là, c'est surtout, en effet, sortir de la boîte en la maîtrisant, mais aussi s'autoriser à penser différemment, ce qui n'est pas toujours ce qu'on leur inculque pas tout de suite. Là, pour l'instant, on les a beaucoup formatés à penser comme ils les considéraient corrects. Aujourd'hui, on leur apprend un peu plus en école, en études supérieures, à essayer de penser par eux-mêmes avec des bonnes bases. Toujours cette boîte qu'il faut maîtriser. Mais après, à penser par eux-mêmes et surtout à voir plus loin que les limites qu'on leur donne, que les connaissances qu'on leur donne. Penser plus loin, c'est aussi imaginer, penser différemment et se dire que peut-être, éventuellement, en pensant différemment, on peut amener une autre idée qui n'a pas été encore évoquée et qu'on peut utiliser, pourquoi pas après. Alors maintenant qu'on a été un peu dans la prospective, on va remettre un peu les pieds sur terre, voire dans l'eau. Angers a vécu une période un peu compliquée ces dernières semaines. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à identifier ces causes et comment on peut demain protéger une cité, notamment comme Angers, de ces inondations? Alors, je parle aux Angevines, parce que vous connaissez mieux le territoire que moi, qui suis Monceau. Vous savez pas ce que c'est qu'un Monceau? Il y en a des Monceaux. Ok. Les Monceaux en force. Déjà, se réapproprier sa ville, mais originelle, j'ai envie de dire. On a été pendant des années à bâtir pour pouvoir être le plus proche des centres, le plus en phase avec la technologie, des choses comme ça. Et aujourd'hui, on voit bien que, ça c'est mon petit côté écolo, je suis désolée, que la nature reprend ses droits et que, en effet, il faut peut-être l'écouter et penser la ville différemment par rapport à ça. Là, l'expérience, les élèves qui sont là ont connu cette expérience que moi j'avais connue il y a plus de 30 ans, enfin à peine 30 ans. En 95, j'avais déjà connu cette première inondation importante. On l'a revécue cette année à dose un tout petit peu plus basse. Et c'est là où on se rappelle qu'en effet, il y a certaines fois, on pense une ville parce qu'on a besoin de la créer pour des besoins actuels, mais que peut-être il faut y amener un peu plus de nature ou un peu plus de vision plus large sur ce respect d'événements climatiques qui peuvent arriver et qui arriveront de plus en plus, puisqu'on est conscient aujourd'hui que le changement climatique est aussi important. Là-dessus, je dirais qu'il y a peut-être deux éléments de réponse. Il y a comment on... En fait, on sait que les événements climatiques, on sait notamment que dans la région, même si aujourd'hui il fait super beau, mais c'est pas le cas tout le temps, on sait que dans la région, il y aura de plus en plus de pluie, de plus en plus de précipitations et de plus en plus violentes. Ok, ça c'est acté. On sait que c'est une raison qui a toujours été inondable. Ok, on a quand même construit un peu partout. Bon, voilà. Il y a des états de fait en fait, et c'est utopiste de croire qu'on peut revenir sur les états de fait. Donc ça, il faut le considérer, il faut l'avoir en tête. Partant de là, c'est comment on fait pour limiter notre impact et limiter les actions qu'on a pu avoir qui ont fait que ces inondations, quand elles arrivent, elles sont exponentielles parce que en grande partie, on a artificialisé pas mal, donc l'eau, ça ruisselle, voilà. Et puis, on a enlevé plein de haies, plein d'arbres qui permettaient de retenir un peu la flotte et de retenir les sols.
Donc, on a participé quand même grandement au renforcement de ces inondations-là. Bon, qu'est-ce qu'on fait demain en se disant qu'il va pleuvoir de plus en plus pour éviter que les inondations elles soient plus importantes qu'elles l'ont été? Ben, vous avez quand même des premiers éléments de réponse. On arrête d'artificialiser partout, par exemple. Et donc ça, c'est aussi le sens de la loi hein, qui va sur ces sujets-là. Et puis après, il y a plein de choses qui sont intelligentes, qui ont été pensées aussi sur les territoires. C'est le cas à Angers. Vous avez 2 parcs qui ont été conçus pour ça. Les parcs que vous connaissez bien, Parc Balzac, par exemple. Et puis tout le secteur là, qui est derrière la patinoire, qui ont été pensés comme des parcs paysagers qui sont à destination d'éponges dès lors qu'il y a des crues importantes de la Maine. Alors, cette année, ça n'a pas suffi. Il y a des années où ça suffit, mais ça, c'est indépendant. Enfin, c'est dépendant des phénomènes météorologiques. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. On adapte la ville en faisant des choix un peu éclairés, en se disant, pour l'instant, aller bitumer devant, c'est sympa parce que moi, j'ai la flemme d'aller entretenir et que j'ai pas envie d'avoir de la gadoue sur mes bouts, donc je bitume. Ouais, ok, super. Mais en fait, quand on le regarde sur une autre échelle de temps, finalement, ça a aussi d'autres incidences. Et puis l'autre élément de réponse, c'est peut-être qu'il faut apprendre aussi à vivre avec les phénomènes météorologiques et que ça fait partie de la vie d'un territoire et que, oui, c'est pas agréable d'avoir un peu d'eau dans les caves, mais ça arrive, ça arrivera et donc il va falloir apprendre à vivre avec. Et il y a plein de pays où ils vivent avec et ils savent le faire. Donc c'est aussi à nous collectivement de changer un peu le modèle et d'inventer les choses un peu différemment. Donc je pense que c'est aussi ça que ça doit nous enseigner. Il s'agit aussi d'être par moments sur des sujets comme ceci, un peu résilients et de savoir se serrer les coudes. Et c'est d'ailleurs assez intéressant de voir qu'à chaque fois qu'il se passe des choses comme ça, c'est à ce moment-là que les gens se serrent le plus les coudes. Alors, tu viens me dire que tu n'es pas spécialiste. Par contre, il y a pas mal d'auteurs de SF qui ont travaillé autour... J'ai anticipé ton running gag. Il y a pas mal d'auteurs de SF qui se sont penchés justement sur ces crises climatiques avec des modes de fonctionnement différents. Est-ce que toi, il y en a un particulièrement qui t'a marqué sur cette thématique-là? Pas du tout. Pas du tout. Bon, ok. En tout cas, j'ai pas souvenir. Tu les lis pas peut-être? Si, j'ai des trucs... Déjà, son texte. Athènes. Non, il y a des bouquins qui sont sortis là, Ministère du Futur. Allez lire ça, il y a un côté hard SF qui est assez dur à avaler, mais à côté il y a le Déluge qui paraît, je l'ai pas lu non plus, mais enfin j'ai commencé Ministère du Futur. Hein. J'ai pas lu le Déluge, mais il paraît que c'est beaucoup plus accessible et beaucoup mieux selon les horizons d'attente de chacun et chacune. Non, mais j'avais plein de choses à dire pour rebondir, mais en fait, non, pas du tout. Vas-y. Pas du tout. J'allais faire mon poète encore une fois, mais c'est excellent de écouter la Maine. C'est français, ça? Oui, écouter la Maine. C'est de chez vous, c'est le fleuve qui est à côté, là. La rivière. Aujourd'hui, on a parmi nous des géologues, j'allais dire océanographes, mais pas du tout, des paysagistes, des aménageurs de territoire, des anthropologues, mais pas du tout des anthropologues, enfin, des gens qui s'occupent de la biodiversité, des organismes, des observatoires des écologues que tu veux. des observatoires de la biodiversité. Ces gens-là sont des experts et savent de quoi ils parlent, contrairement à moi. Et les écouter, c'est écouter la Maine. On les met tous ensemble et on peut donner à la Maine des droits et des droits, tout simplement, pour relationner avec elle. Et ça, c'est le deuxième mot. Quand tu dis vivre avec, ça fait un petit peu catastrophiste ou je sais pas, forcé. Tu sais, on est obligé de vivre avec ce poids-là. Je sais pas du tout. Après, tu choisis de vivre avec ton conjoint aussi, donc. Oui, pas, alors du coup, le terme que j'utilise là, c'est relationner. Et effectivement, lui, il passe partout. Vraiment, on peut le mettre à toutes les sauces. Et c'est un beau verbe. Donc voilà, c'est juste pour faire mon intéressant. Cela étant, pour Ministère du Futur, donc de Kim Stanley Robinson, qui a été le livre de chevet d'Obama à une époque, on est entre l'œuvre de SF
et l'essai. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de sujets qu'ils proposent qui sont des échos économiques, écologiques, etc. et qui m'a fait découvrir notamment la chaleur humide que je ne connaissais pas. Voilà. Tu connais? Oui, tu connais. Chaleur humide. En Martinique, oui, on connaît bien. Oui, vous connaissez bien. Donc voilà, donc je vous laisserai regarder ce que c'est assez intéressant. Vous en avez déjà la chaleur humide? Non, parce que En fait, on est dans le déni en Martinique. Dès qu'il fait chaud, on dit juste qu'il fait chaud, mais on a des températures qui se rapprochent des canicules françaises, mais on ne parle jamais de canicule. Et puis nos vieux, on nous a interdit de faire du sport dehors, par exemple, mais on parle... Ça, j'aime bien. Chaud, quoi. Moi, j'aime bien m'interdire de faire du On est sport. encore dans un déni total vis-à-vis de ce réchauffement climatique. Alors, je parlais d'un autre concept qui a entraîné des morts, notamment en Inde, et que Kim Stanley Robinson aborde. Oui. Au-delà d'une certaine température de chaleur humaine, le corps ne transpire plus suffisamment, donc on tempère plus, on meurt. Voilà, et c'est 35 degrés en chaleur humide, et on tient 6 heures. Donc voilà, et du coup, en cité, comment on prévient dans la construction, peut-être avec de la végétalisation, etc., ce genre de phénomène? Parce qu'on dit beaucoup, on a des solutions, mais aujourd'hui, quels sont les leviers qu'on a réellement pour protéger, à défaut de revenir sur les conneries qu'on a faites? Alors, un levier qu'on utilise de plus en plus, en tout cas, on en a conscience en Martinique, c'est l'ancestralité. Ce sont les techniques dont on aurait dû hériter de nos grands-parents et arrière-grands-parents, des techniques de bâti, qui sont encore présentes dans quelques maisons, qui nous semblent inintéressantes, qui nous semblent moches, qui nous semblent pas finies, mais qui sont extrêmement efficientes dans cette gestion du climat et cette régulation des températures de nos sites d'habitat. Et c'est là qu'on se rend compte de l'effet pervers de la mondialisation, en tout cas sur l'urbanisme. C'est qu'on a voulu construire des beaux trucs grands comme ça, là, climatisés, chauffés, etc. Mais au moindre gros coup de vent, alors on a des ouragans en Martinique. Au moindre gros coup de vent et au moindre grande tempête, en fait, ou inondation, voilà, ça va sauter, quoi, parce que c'est pas adapté à nos modes d'habiter ancestraux. Et c'est ça qu'on pourrait aller. Alors, je sais pas qui de vous est du cru d'ici, Les Angevins, vous levez la main? genre de génération en génération. Voilà, interrogez vos grands-parents sur comment ils faisaient quand il y avait des crues de la Med et puis de ces petites branches. Voilà, ils ont sûrement la réponse sur comment, à l'avenir, vous allez devoir gérer votre parc immobilier. Voilà. Ouais, je suis complètement alignée sur les éléments de réponse, de revenir à ce qui se faisait avant. En fait, c'est vraiment un gros sujet. C'est-à-dire que effectivement, on a construit de manière complètement uniformisée sur l'ensemble du territoire en se disant que c'était partout pareil et que c'est un modèle de boîte à chaussures. Hein, c'est pas compliqué, ça permet d'optimiser les coûts, ça va vite. Voilà, c'est l'optimisation, quoi. Mais ça marche pas, et ça marche pas tout le temps, et ça marche pas partout. Et effectivement, on a des solutions qui sont en fait hyper basiques. On parlait tout à l'heure de technosolutionnisme. Alors c'est une branche, hein. Il y a des bâtiments intelligents, je sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est des bâtiments, ils ferment les stores tout seuls, ils ouvrent les stores tout seuls, ils font des... Bref, ça marche une fois sur 50, il fait soit trop froid, soit trop chaud, c'est toujours mal réglé, enfin bref. Mais sinon, il y a aussi des trucs très simples qui existent, c'est juste d'implanter avec un peu d'intelligence un bon architecte son bâtiment de telle sorte à ce qu'il soit bioclimatique, donc correctement implanté pour avoir la bonne lumière au bon moment et bénéficier de l'ombre quand c'est plein soleil. Il y a des systèmes d'ombrières qui sont mis en place qui fonctionnent très bien, c'est hyper low cost, c'est facile à implémenter. Il y a aussi les techniques de construction en tant que telles, c'est-à-dire que de plus en plus, il y a des architectes maintenant qui bossent avec des murs en terre crue. Et ça a une inertie hyper importante, ce qui permet de garder les calories et donc la chaleur l'hiver. Et à l'inverse, de garder de la fraîcheur l'été. Donc enfin, voilà, il y a plein de techniques qui existent, qui sont finalement ce qu'on faisait il y a très très longtemps et qu'on a un peu abandonné dans ce système où... tout le process de construction de bâtiments est très uniformisé et où, de fait, on a un peu fait l'impasse sur ces techniques-là.
Ben, je vais en profiter avec ces techniques pour rebondir sur la visite qu'on a fait ce matin avec les BTS profession immobilière. On est allé voir une vieille bâtisse de 1779. On n'a rien inventé en fait. Rien. On reprend des vieilles techniques. Ça fait 10 ans que la maison est fermée. Il y a quasiment pas d'humidité, à part quelques infiltrations parce que la toiture s'est abîmée. Il y a du bâti qui est vraiment en bon état. Donc, on est quand même sur une structure qui est vieille, qui était bien pensée, bien orientée. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Je vois des grands yeux là qui se réveillent tout d'un coup. Et en fait, avant, les bâtis étaient pensés avec une bonne orientation. On mettait pas d'ouverture sur le nord, on orientait vers le sud, avec aussi des épaisseurs de murs qui étaient différentes. Je pense qu'on a tellement à apprendre de tout ça. Aujourd'hui, parce qu'on a oublié, en fait, et c'est là où on revient sur l'intergénérationnel, on a oublié d'apprendre de ce qui existait avant de nos anciens. À force d'aller vers la technologie, on oublie qu'il y a des bases de bâtiments, de villes, qui avaient été créées avec intelligence et en lien avec la nature, et qu'on peut très bien y revenir. Et je crois que moi, dans ma science-fiction, en fait, si on doit revenir à ça, ce serait plutôt un retour à ça. À cette partie-là, en alliant de la technologie, mais qui soit intelligente pour aller vers justement tout ce savoir-faire qu'on a d'avance. Alors, je vais juste faire un petit aparté. J'ai atterri dans une grande tour de la Défense, parce que je travaillais à Paris, sur lequel ils avaient trouvé de la technologie très stupide, qui était géniale. À midi, ils coupaient toutes les lumières du bâtiment. Et comme ça, parce que quand on rentre dans une pièce, on a les lumières qui allument, on ne l'éteint jamais. Et on n'a pas le réflexe de se lever pour le faire. Donc, ils coupaient à midi. Et les gens qui avaient besoin, ils se relevaient et ils allaient la rallumer. Voilà. Mais en tout cas, je trouve que la stratégie un peu bête et méchante de on coupe tout était quand même pas mal. Après, c'était le plus gros pollueur, mais... C'est pas mal. On a parlé beaucoup de génération, etc. J'avais envie de parler un peu de ce qu'on appelle les invisibles, en tout cas les personnes qui sont invisibilisées dans la cité. Alors on a parlé des personnes âgées qu'on mettait en maison. Il y a une époque, alors je ne sais pas si ça se fait encore, je n'ai pas vérifié, où on mettait les ultrasons dans les bâtiments pour que les jeunes s'en aillent. On ne vous aimait pas dans les bâtiments, donc on mettait les ultrasons parce que vous êtes sensible aux ultrasons. À un autre âge, on ne les entend plus. Donc ça permettait que les gens partent. Les wagons, mais aussi les restaurants sans enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, ces populations n'ont plus rien à faire dans nos cités? C'est violent, je suis provocateur exprès. Hein. Alors c'est très contradictoire parce qu'en effet, on a eu les wagons là sans enfants. Et à côté de ça, avec une urbanisation plus mixte, on réamène beaucoup de parcs d'enfants en centre-ville ou dans certains quartiers, végétalisés ou pas d'ailleurs, ça dépend des secteurs. On a envie aussi que nos personnes âgées soient ramenées vers les quartiers pour qu'ils puissent vivre plus facilement leur fin de vie et chez eux, de préférence, pour qu'on ne les coupe pas en fait et qu'on ne les sanctuarise pas dans les espaces. Donc je ne sais pas si le mélange se fait bien. Je ne sais pas si on est sur la bonne voie. En tout cas, on essaye, j'ai l'impression. Oui, alors je réponds pas à ta question, elle était trop provocante pour qu'on ait des réponses. Je pense que globalement, elle était implicite la réponse. Voilà. Non, effectivement, il faut que la vie puisse être inclusive. Après, c'est comment elle peut l'être vraiment. Et là, on rejoint un peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec la liberté individuelle et la liberté collective, en fait. Pourquoi moins de jeux? Parce que ils vont tous faire leurs courses le samedi matin et que c'est chiant, parce que quand on est actif, on n'a pas le temps le samedi matin de prendre 3 pompes pour faire les courses, mais bon, c'est comme ça. Et eux, ça leur fait plaisir, ils voient du monde. Donc socialement, il faut s'adapter et se dire que c'est OK et que c'est pas grave, c'est pas dramatique. Et en fait, c'est des mini-efforts individuels qui font que collectivement, on arrive à vivre ensemble, et ça, c'est assez fondamental. Et pour ça, il y a effectivement la manière dont on aménage nos vies, dont on pense nos villes. Vous voyez de plus en plus quand même un peu partout, il y a beaucoup d'endroits, il y a beaucoup d'espaces où on aménage des jeux pour enfants un peu partout sur les espaces publics. Ça se fait de plus en plus. Et ça, c'est la responsabilité des politiques publiques, mais il y a aussi nos responsabilités individuelles en tant que citoyens, où en fait il y a une question et de tolérance et de bienveillance les uns envers les autres, qui doit aussi faciliter cette vie en commun qui est pas tous les jours très très simple, mais qui fait partie de la cité dans sa définition même.
J'aime bien parce qu'à chaque fois que le micro il arrive à un bout, il y a déjà tout qui a été dit. Donc, C'est pour ça que des fois, il perd dans l'autre sens. oui, mais c'est ça qui est marrant. Non, voilà, ce que ces personnes ont exprimé, c'est tout le principe de la diversalité que je mentionnais au début. Alors, pour resituer vraiment, la diversalité, c'est une manière d'envisager le monde qui émerge dans la Caraïbe, qui ne vient pas s'opposer aux pensées de l'Occident, mais qui en fait fonde un nouveau centre de pensée. L'Occident s'est bâti sur ce fameux concept de l'universalité, qui est basé sur ce mot de l'unique, amalgamant, qui a été récupéré politiquement pour asseoir une certaine volonté d'asservissement de tout ce qui n'est pas au sein de l'universalité, de l'universalisme, donc c'est-à-dire tout ce qui n'est pas du siècle des Lumières, héritier du siècle des Lumières, les autres civilisations là-bas, qui ne sont pas forcément des civilisations d'ailleurs, ces autres groupes culturels, on peut leur apporter nos lumières. Ça, c'est tout le principe de l'universalisme qui fait défaut et qui aujourd'hui vacille, on le sent bien. Preuve, s'il en est une, que le verre était déjà dans la pomme dès le départ. Le diversalisme, c'est justement fondé sur ce principe du divers, de la différence, et donc de l'harmonisation de ces différences-là. C'est exactement ce que Anne aimait comme idée lorsqu'elle parle de ces petits vieux avec qui il faut faire, j'allais dire avec, mais avec qui il faut raisonner. Et donc c'est un nouveau chemin en fait de pensée et d'être au monde qui peut être activé à partir de cette pensée-là. On a parlé des personnes âgées, on a parlé des générations. Il y a aussi bien entendu les non-valides, les personnes en situation de handicap, etc. Aujourd'hui, est-ce que on est encore sur une responsabilité des collectivités? Est-ce qu'aujourd'hui ça avance suffisamment vite? Est-ce qu'on peut trouver des solutions pour accélérer le mouvement? Et je parle même pas en plus des personnes racisées aussi, la place des cultures dans les cités où on voit qu'aujourd'hui on a un peu de mal en France. Oui, il y a un système de chape qui fait que hégémoniquement il y a un certain mode d'habiter qui échappe encore à certaines populations. On ira pas plus loin sur le sujet, mais ce qui est intéressant, c'est que le mouvement d'aller vers du mieux pour tous et pour toutes crée des zones d'hybridité qui sont à cheval en fait entre alors tu parlais de personnes dites invalides. Est-ce que réparer leur corps, c'est accepter ces corps-là? Est-ce que c'est pas encore les renvoyer à une image qui serait correcte pour la société? De réparer un corps que la société dit défectueux. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une manière de construire qui va être aussi respectueuse de ces corps-là? Je pense, j'ai toujours en tête, quand je dis ça, une image de Zootopia avec ce bus qui arrive, et en fait, il y a différentes portes glissantes qui s'ouvrent, de différentes tailles différentes. Il y a les girafes qui sortent d'un côté, et puis ensuite, il y a les chiens, et puis ensuite, il y a les tout petits. Voilà, c'est exactement ça, en fait. C'est d'avoir un tramway avec différentes adaptations, en fait, aux différents corps. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Zootopia, c'est un film très profondément raciste. Ceux qui regardent du message antiraciste, ils ont totalement loupé leur truc. Mais voilà, c'est un peu ça, la diversité. Peut-être, moi, juste en élément par rapport à ça. Non, ce qui est, pour tout ce qui est question relatif au handicap notamment, est-ce que les villes sont adaptées? Non. Très clairement, la réponse est non. Oui, c'était rhétorique aussi. Ouais, franchement, c'est assez terrible et je pense que on s'en rend vraiment pas, on s'en rend compte que quand on est mis en situation, parce que c'est plein de micro trucs du quotidien qui sont
hyper pénible pour ces personnes-là. Donc ça, c'est vraiment pas évident, pas bien pensé. Après, en fait, le pourquoi il est assez, enfin, c'est assez compliqué à mettre en œuvre parce que c'est de l'historicité, quoi. C'est de l'héritage. C'est du temps long et c'est des aménagements qui sont là depuis des années et des années, qui n'ont pas été pensés pour ça, qui n'ont pas été pensés comme ça. Et aujourd'hui, revenir en arrière, bah, c'est pas si facile. Vous le savez, je pense, vu que vous êtes dans un cursus sur l'immobilier. Dans tout ce qui est construction neuve, en revanche, il y a un certain nombre de lois, un certain nombre de normes qui sont très axées sur l'accessibilité, sur l'inclusivité des bâtiments. Mais c'est plutôt de revenir en arrière sur le déjà fait, qui n'est pas forcément évident, pas forcément bien pensé. Exemple hyper simple mais hyper flagrant, le métro à Paris. Bon courage. Même pour les valides. Oui, Ouais. même pour les valides. Pas de problème jusqu'à présent. Oui. Et en fait, je rebondis sur ce que tu as dit, c'est vraiment, doit-on... Réparer. Ouais, réparer en fait. Doit-on réparer ça? En fait, on doit juste vivre ensemble sans stigmatiser la population qui peut être en effet handicapée par des accidents de la vie, des choses comme ça. Mais en fait, sans le vouloir, avec les aménagements, on les stigmatise tout le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on oblige des normes pour respecter ces personnes-là parce qu'on n'est pas capable de le faire naturellement. Et en fait, je trouve que c'est encore plus stigmatisant et ça les catégorise encore plus. Est-ce que tout simplement, on ne pourrait pas simplement valider le fait que tout doit être fait pour tout le monde, donc toutes les portes doivent être en 90 et pas juste celles qui sont autorisées pour des constructions à personnes à mobilité réduite. Voilà. Et encore là, on a tous réagi en prenant le handicap physique. Ouais. Le handicap visible, on n'a pas pensé aux problématiques du bruit pour des personnes qui seraient sur le spectre autistique ou autre. On arrive sur la fin de la table ronde, en tout cas de l'échange. Je suis sûr, alors on n'a pas entendu, non, on n'applaudit pas encore. On ne s'emballe pas. On ne s'emballe pas. L'apéro approche, ok. Ce qu'on vous propose, c'est est-ce que certaines d'entre vous ont des questions qu'ils voudraient poser à Anna, Estelle ou Michael, y compris sur Zootopia? Zootopia, sur une table ronde, C'est Zootopie ou Zootopia? Je sais plus. Zootopie. C'est un des Peut-être je pense Zootopie. N'ayez pas peur. Moi, je connais rien, donc c'est... Le plus dur, c'est de poser la première question. Oh, je vais vous aider parce que j'ai promis la première question. J'aurais voulu, monsieur l'auteur, que vous pouviez m'écrire, que puissiez nous inscrire dans votre littérature, dans votre œuvre, dans vos œuvres, comment vous avez transmettre toutes les notions qu'on a pu évoquer ce soir sur la cité et sur l'intégration ou ces éléments qu'on a pu évoquer. Seulement, vous, dans votre œuvre, vous avez pu évoquer ça. Si. Alors, j'en sais trop rien parce que je sais pas moi-même ce que je fais exactement dans le texte. Mais ça passe par beaucoup de chaos. J'ai nommé l'hybridité, et l'hybridité mène au chaos, mais un chaos qui n'est pas dans la démesure. Un chaos qui est constructif, un chaos qui est intéressant, qui est curieux, qui va nous éveiller à quelque chose, qui va nous stimuler plutôt qui va nous faire peur. Donc ouais, j'utilise la multiplicité des points de vue, la multiplicité des corps, la multiplicité du déplacement, parce que c'est ça qui fait l'essence de la diversité. Ce qui m'a toujours énervé dans la science-fiction, c'est quand il y a une technologie qui est géniale, elle devient unique. Tout le monde utilise la même technologie pour arriver à tel processus ou telle conséquence. Donc à chaque fois que j'imagine l'emploi d'une technologie, j'essaye de voir si elle peut pas être adaptée à différents milieux sociaux, par exemple, différents usages, et donc créer de la multiplicité, ça crée cet imbroglio, cet emmêlement qui est tout à fait jouissif sur le papier quand on écrit. Quand on est dedans, je pense que je perds la moitié des personnes qui lisent mes pages. Mais c'est vraiment ça. Et le fait de vivre dans la Caraïbe, c'est aussi une expérience que je fais moi-même de mon paysage et de mon habité.
la multiplicité des langues, la multiplicité des bâtis à Fort-de-France. À Fort-de-France, on a ce qu'on appelle des dents creuses. C'est des immeubles où il n'y a rien dedans parce que ça a flambé, on a juste gardé la façade. Et des fois, on a démoli la façade et donc on a ces maisons de ville qui sont droites et d'un coup, il n'y a plus rien. Et ça donne un caractère qui, quand on vient de France, par exemple, et qu'on visite, on va se dire, putain, c'est moche. Non, c'est juste chaotique. Et en fait, quand on y vit, je pense que certaines peuvent y trouver une certaine beauté. Voilà. Maintenant, on a mis des tags, et pas des tags, mais des fresques de peinture de partout. Alors, on a développé notre street art. Venez à Fort-de-France, c'est l'instant tourisme. Venez. En bateau pour la côté pollution, quand même. En bateau, non, non, quoi, l'avion, c'est quand même assez long. Et puis, voilà. C'est joli. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... En fait, c'est la Caraïbe arrangée, quoi. En quoi ça change? Bon, on a beaucoup moins de pierres de taille dans les bâtiments. C'est moins propre, quoi. Ciao, ciao tout le monde. Merci pour cette discrétion. Mais c'est aussi parce que c'est une ville qui est extrêmement jeune, c'est aussi parce que c'est une ville qui a longtemps souffert d'insalubrité et qui a été mise hors eau, par exemple, dans les années 70. C'est aussi parce que c'est une ville qui est à la marge de toutes les politiques publiques françaises. C'est le territoire qui est à la marge. Et donc, qui porte cette identité multi-transculturelle et transversale dans toutes les disciplines, en fait, qu'on peut... Je dis disciplines, mais c'est même pas les disciplines, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. De partout, on a ce chaos et cette hybridité. Et c'est... Ouais, on en fait une identité, quoi. Qui est dans mes textes. Et là, je rejoins ta question. Voilà, c'est dans mes textes. Est-ce que, messieurs, dames, Est-ce qu'il y a des bouquins Tous. ce soir? Tous. Qu'est-ce qui vous intéresse d'évoquer dans ces livres? Voilà. bah, tous et les autres, hein. Que des étudiants ce soir. Tous et les autres. Tous et les autres. Ouais. Le dernier est pas mal, hein. Il vient de sortir, La Corps Marron, ça s'appelle. Et on a de vraies captures de ce chaos de Lanville. Lanville, du coup, c'est une immense mégalopole que j'ai inventée qui couvre tout l'arc caribéen, de la pointe de la Floride jusqu'au Venezuela. On a rasé toutes les îles, on a fait pousser des tours de béton. Donc, symboliquement, c'est pour représenter cette force de l'urbanisme qui nous prend et qui nous éloigne de plus en plus de l'esprit des campagnes, de la ruralité, etc. On a tous un rapport très urbain maintenant au monde. Et en même temps, c'était une manière de répondre à un désir qui est dans la Caraïbe, qui est celui de la connexion. Pardon, excuse-moi. Qui est celui de la connexion entre tous les habitants de la Caraïbe. Alors, j'imagine que vous avez Cuba en tête là, qui est sous embargo. Ce lien avec nos îles voisines, pardon, c'est une vraie demande. Et donc Lanville répondait à cette possibilité de se connecter. Et là encore, il y a cette dualité, c'est l'urbanisme qui dévore tout, le poison, mais c'est aussi la connexion. On est dans l'hybridité, on est dans le chaos, c'est génial, tout le monde est sous. Est-ce que vous avez des questions? Non. Ça va bien vous aider pour votre métier demain, nous faire des cités qui soient accueillantes pour toutes et tous. Bon, on compte sur vous, en fait. Hein. Bah ouais. C'est ça. On a ces fâcheuses tendances quand on est sur les bancs de l'école à penser qu'on subit aussi les inventions et les avancées des autres. Mais en réalité, c'est vous qui allez créer demain. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Quoi. Pour l'instant, ils n'en ont pas conscience. Attends, je dis. Ils n'en ont pas conscience encore. Bah en tout cas, merci à toutes et tous les trois de votre intervention. Je vous invite fortement
à continuer l'aventure avec les deux autres conférences qui vont arriver. 2 ou 3, je sais plus. Langer, tiens, vas-y, donne-moi. 3. Voilà. À l'Angers Geek Fest, que serait une bonne salle. Ah, je parle si bas que ça maintenant. C'est parce qu'ils font beaucoup de bruit. Personne me l'a donné en cours de conférence. Ouais, bref. Que serait une bonne saga fantasy sans une cité mémorable à l'Angers Geek Fest le 12 avril à 16h, à la bibliothèque Saint-Éloi, je ne sais pas où c'est, je ne suis pas d'ici, le 28 avril à 18h, à l'heure de l'IA, quelle place occupe le livre dans la cité? Et la dernière, ça sera sur le Festival Imaginaire, que je vous recommande vraiment, il y a du beau monde qui vient en plus. J'ai été spoilé de quelques noms, j'adore. Le 23 mai à 15h pour cette table ronde sur les cités de l'imaginaire, un laboratoire inclusif. Et bravo à Imaginaire pour l'ensemble de ses actions. Moi, je ne suis pas de l'imaginaire. Non, c'est vrai. Merci à vous. C'est bonne nuit à cette conférence, aux étudiants en particulier. J'espère qu'on vous a permis de comprendre que c'est important de sortir de la boîte. Mais ici, effectivement, la boîte est un petit peu strict ici à l'ESFR. Donc, d'ailleurs, c'est pas vite de sortir de la Camille. Ouais, vas-y, tu peux m'en montrer un ou deux? Bah, Camille, tu sais, il y a le bus là. On s'est balle que la boîte. Oh, Camille. Il me paraît pauvre. C'est Ciao. Non, c'est chaud parce qu'effectivement, quand on est un poisson, on ne se rend pas compte qu'on nage dans de l'eau. C'est exactement ça, hein. C'est quoi l'intrice? La pilule bleue. C'est quoi la question? La question, c'est C'est quoi la boîte? Mais la boîte, c'est vos cours, en fait. C'est tout ce que vous allez devoir emmagasiner pour devenir expert dans quelque chose et le transcender une fois que vous serez sorti d'ici, quoi. Ouais, tu vois, et c'est pas. Exactement ça. Estelle. Ah non, mais en fait, c'est. Micro. En fait, Camille, c'est exactement ce qu'on vous dit en cours, mais tous. C'est-à-dire que vous avez des connaissances à avoir, mais qu'il faut les sortir à un moment donné, vous les approprier. D'accord? Une fois que vous avez les connaissances que nous, on vous apporte, qu'on essaye de vous apporter, on n'a pas la science infuse. Donc, ça veut dire que demain, les connaissances qu'on vous donne, elles vont évoluer. Et c'est à vous de vous les approprier et de les faire évoluer avec vous. D'accord? Et c'est ça, en fait, sortir de la boîte. C'est maîtriser ce dont vous parlez et après, vous l'approprier pour pouvoir en faire autre chose. Pas mieux. C'est un dernier point, parce que je l'ai pas dit. Il y a quelques livres, quelques-unes de tes œuvres, Michael. Alors, je vais dire encore de travers, tes Maouan. C'est bien. Comme Maouan. Oui, on accepte. Ok. L'envie d'en mêler. Ah, ça, c'est parfait, ça. Et Demain la ville, c'est beaucoup plus facile pour moi. On retrouve tes écrits, notamment dans ce recueil de nouvelles, qui est Demain la ville. Donc voilà, vous pouvez le demander à Valentin. Il est en train de compter déjà. C'est bon. Je donne le micro. Merci à vous. Donc voilà, pour penser à sortir de la boîte, mais avant, il faut quand même rentrer dans la boîte pour pouvoir en sortir. Si vous rentrez pas dans la boîte, je ne vais pas reconnaître. Et ceci vous permet des conférences comme ça. Ça vous met en danger de cette manière, fait que ça part en tout mourir, au prix du tout. C'est pas grave. L'importance, m'arrête là, et toi, se dire, ça va peut-être pas tuer en bout, et en sortir forcément quelque chose. Voilà. Merci à vous. Si tu peux chez les premiers, qui s'adressent à les négociaires. T'as connu ce bois, et ils ont eu ce parce que vacances, c'est des bébés.